sommaire de cette édition, nouveau bombardement sur Rafah. La situation humanitaire se dégrade encore un peu plus pour les Palestiniens poussés à l'exil. Et Israël prend le contrôle du point de passage de Rafah, une percée des chars israéliens qui fragilise l'espoir d'une trêve. Le 5e mandat, nouvelle investiture au Kremlin pour Vladimir Poutine, 2 mois après sa réélection, lors d'un scrutin où il n'y avait pas d'opposants. Selon la Constitution révisée en 2020, il pourrait encore exercer jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Et puis, Amok, mon père, un roman sur le rapport au père absent, les vérités, les mensonges autour de cette relation père-fils, avec en filigrane des questions de métissage. L'auteur Gurvan Kristana Jaya est notre invité. Bonjour et à tout à l'heure. Et bonjour à tous depuis Paris. L'armée israélienne a bombardé Rafah ces dernières heures. Il y a 11 morts au moins. Et ce matin, Israël indique qu'elle a par ailleurs pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah. Ce checkpoint, comme on l'appelle sur place, serait, selon les Israéliens, utilisé à des fins terroristes. Le point, Sophie Goldstein, Benoît Tricot. Des blindés israéliens à Rafah, côté palestinien. Image de l'armée israélienne qui affirme avoir pris contrôle de la zone dans cette ville du sud de la bande de Gaza, frontalière avec l'Égypte. Possible prélude à l'opération terrestre qui reste d'actualité, alors que les frappes aériennes se sont poursuivies dans la nuit. Plusieurs maisons ciblées, des morts et des blessés selon les autorités sanitaires gazaouis et des familles éplorées. Ma femme, mon frère, ma sœur, ma nièce ont été tués. Voilà ce qui nous arrive. On n'avait rien fait. On dormait tranquillement. Il n'y a pas de Hamas, pas de brigade Al-Qassam, aucune autre faction armée. Un peu plus loin, un autre Palestinien dit avoir perdu sa femme et ses enfants. Je le jure devant Dieu, nous sommes patients et nous resterons sur cette terre. Nous attendons la libération et la bataille pour la libération. Nous ne laisserons pas faire l'ennemi. C'est notre promesse à Dieu et Dieu ne rompra pas sa promesse. Détermination et colère. Quelques heures plus tôt, pourtant, à Rafah, une toute autre atmosphère. Une éruption de joie comme la ville n'en avait plus connue depuis le début de la guerre à Gaza. L'annonce lundi par le Hamas de l'acceptation d'un accord sous médiation égypto-qatarienne a suscité l'espoir d'une trêve. Mais ce mardi matin, plus que jamais, l'incertitude à Rafah. L'armée israélienne a largué de nouveaux tracts promettant de nouvelles opérations militaires antiterroristes, comprendre contre le Hamas. Les résidents et les déplacés sont appelés à évacuer plusieurs quartiers de la ville et à rejoindre les Gazaouis qui ont déjà rallié la zone d'El Mawassi. Tout cela dans l'attente d'une réponse officielle d'Israël au Hamas. L'accord est à l'étude officiellement. Il est loin des exigences israéliennes, commentait lundi le bureau du Premier ministre israélien. Je vous le disais en titre, Vladimir Poutine a prêté serment en Russie, un exercice qui lui est familier puisque c'est la 5e fois qu'il le fait. La cérémonie d'investiture au Kremlin le place à nouveau à la tête de la Russie pour 6 ans. Selon la Constitution, il pourrait encore exercer jusqu'en 2036. Antoine Joubeau, Clément Taillefer. C'est une arrivée triomphante de Vladimir Poutine. Dans cette grande salle dorée du Kremlin, le président russe pose sa main sur la Constitution et prête serment. Je jure de respecter et de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et de protéger la Constitution, la souveraineté, l'indépendance, la sécurité et l'intégrité du gouvernement. Vladimir Poutine assure que diriger la Russie est un devoir sacré. Il affirme également que les intérêts et la sécurité du peuple continueront à primer pour lui sur fond de guerre en Ukraine. Je suis convaincu que nous traverserons cette période difficile avec dignité. Nous deviendrons encore plus forts et nous mettrons définitivement en œuvre des plans à long terme et des projets à grande échelle visant à atteindre nos objectifs de développement. Devant lui, 2500 personnes triées sur le volet. Contrairement à la France, présente, les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Pologne et de la République tchèque sont absents. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, l'opposante russe en exil Yulia Navalnaya, femme d'Alexeï Navalny, publie une vidéo très critique du dirigeant russe. Actuellement, notre pays est dirigé par un menteur, un voleur et un assassin. Mais cela finira par s'arrêter. N'abandonnez pas, la vérité l'emportera.
Avec ce 5e mandat, Vladimir Poutine restera au pouvoir au moins jusqu'en 2030. Dépouillement en cours au Tchad. Le pays votait hier pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire. Une journée de vote relativement calme. Un scrutin rassemblant 10 candidats, mais qui se résume en réalité à un duel entre le président désigné par l'armée, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et le Premier ministre qu'il a nommé Succès Masra. Les premiers résultats officiels ne sont pas attendus avant le 21 mai. Les élections générales sont en cours en Inde depuis le 19 avril, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'a voté le Premier ministre Narendra Modi. Il l'a fait dans son état natal du Gujarat. Ce scrutin concerne, rappelons-le, plus de 960 millions d'Indiens et se décline en 7 phases jusqu'au 1er juin. Il s'agit en fait de renouveler les mandats des 543 membres de la Chambre basse. Retour maintenant sur le traumatisme qui traverse la ville d'El Encha en Tunisie. Le 10 janvier dernier, un groupe de 37 jeunes, dont beaucoup de mineurs, ont disparu au large de Sfax. C'est de là que partent souvent en direction de l'Italie les embarcations des candidats à l'exil. 4 mois plus tard, leurs proches, sans nouvelles, vivent un deuil perpétuel. Lors de Matos, Lionel Bélan. Le temps s'est arrêté à El Encha, le 11 janvier dernier. Dans la nuit du 10 au 11, 18 jeunes de cette petite ville du centre de la Tunisie ont disparu en mer depuis Sfax, à une quarantaine de kilomètres de là. La plupart sont partis en cachette, sans rien dire à leurs proches. La mère et la sœur de Mohamed, 30 ans, l'ont vu sortir vers 22 h sans bagage, comme s'il allait rejoindre des amis. Les conditions météo étaient très mauvaises. Il y avait même des avis de tempête. La mer était agitée. Je me souviens qu'il y avait des vents violents cette nuit-là. Même les pêcheurs en avaient été informés. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas sortir. Mais eux, ils l'ont fait quand même. Mon frère a décidé de partir cette nuit-là. 4 mois après le naufrage, les familles des disparus sont à bout, épuisées d'espérer un retour toujours plus hypothétique. Dans les jours qui ont suivi le drame, elles ont été en contact avec les autorités policières et judiciaires de Sfax. Depuis, rien. Et le passeur, bien connu à El Encha, n'est pas non plus revenu. Mefteh Jaloul vit, lui, avec la culpabilité d'avoir donné l'argent nécessaire à son fils de 17 ans pour financer son voyage. Je saigne de douleur. Le mois de Ramadan s'est écoulé sans saveur, sans réjouissance. Nous sommes anéantis. Je suis dévasté, tout comme ma mère et toute la famille. Nous sommes tous anéantis. Les débouchés professionnels à El Encha sont rares, qu'on soit diplômé ou pas. Le chômage des jeunes frôle les 40% en Tunisie. Et le contexte politique joue aussi, au point que l'exil devient la seule perspective désirable. Les jeunes qui sont déjà en Italie, à chaque fois ils publient sur les réseaux sociaux leur expérience, leur aventure, et le quotidien en Italie. Les jeunes qui voient, ils aiment ça, ils veulent changer leur avenir. Ils rêvent d'une, comment dirais-je, ils voient l'Europe comme un paradis ou bien un petit paradis. Certains se raccrochent à l'idée que le bateau des disparus d'El Encha, qui devait rejoindre l'Italie, s'est échoué vers la Libye voisine. Des rumeurs courent, les jeunes seraient en prison là-bas. Rien ne permet de le confirmer. Selon l'ONG tunisienne FTDES, spécialisée dans les questions migratoires, plus de 1300 personnes ont disparu dans des naufrages l'an passé, près des côtes tunisiennes. Le port de Sfax, où les jeunes d'El Encha ont pris la mer, est l'épicentre des départs vers l'Italie, dont les côtes se trouvent à moins de 150 km. Les écoles sont fermées au Kenya depuis vendredi à cause des inondations. Elles sont la conséquence de pluies diluviennes. C'est le phénomène climatique El Niño qui les amplifie. 210 000 personnes sont affectées par ces intempéries. Le dernier bilan officiel fait état de 228 morts depuis le mois de mars. Et pas d'accalmie en vue selon les experts météo. Le Vietnam célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, la victoire du Viet Minh, l'organisation armée du Parti communiste vietnamien, contre l'armée coloniale. Un tournant qui a mis fin à cette domination française. La France qui, pour la première fois, participe à ces commémorations à travers notamment des vétérans de l'époque. Florent Krebseg, Eric Fersy. William Chilardi entame l'ascension de ce relief dont il est sorti indemne il y a tout juste 70 ans.
Il est soutenu par deux militaires vietnamiens. Ce retour sur la colline de Him Lam est une épreuve physique, mais aussi émotionnelle. Le site de Him Lam, sous l'occupation française, avait été baptisé Béatrice. Plus que quelques mètres avant le sommet, les dernières marches, les derniers obstacles, avant d'atteindre le point culminant et cette simple stèle. 70 ans après, le moment de recueillement est à conjuguer avec les souvenirs, les images des combats. Les parachutages, la peur au ventre, 56 jours de déluge, d'obus et de combats au corps à corps, au couteau et à la baïonnette. Le Viet Minh hisse les canons en pièces détachées et pilonne le site. 15 000 militaires français face à 50 000 résistants. 3 000 morts côté français, 10 000 côté vietnamien. Mais ce sont ces derniers qui emporteront la victoire sur cette cuvette de Dien Bien Phu. Je suis très ému et très touché. Et j'avoue franchement que j'ai eu des flashs. J'ai eu des flottements en arrivant sur le haut de Béatrice. Et j'ai pensé à tous mes frères d'armes. Dans ce jour du 6 ou du 7 mai, on vivait dans cette atmosphère d'humilité et de pluie qui nous transperçait. Là, ce flash, et puis d'entendre, bien sûr, les sanglots, et puis voilà, j'ai eu mes intestins très serrés. La visite de William Chilardi passe par le musée de la Victoire. Lui et d'autres anciens combattants, ennemis d'hier, sont accueillis pour la première fois avec les honneurs. Il y a le protocole et ce genre de séquence, impensable jusqu'à aujourd'hui. On s'arrête aujourd'hui sur ce premier roman qui s'appelle Amok, mon père, le premier roman de notre invité Gurvan Krishnadjaya. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Votre livre parle de l'absent, de ce père absent qu'on pourrait appeler géniteur puisqu'il quitte ses enfants quand ils ont 4 et 6 ans. Et ce roman raconte toute la reconnexion de ses enfants devenus grands, Gurvan et Joseph, avec ce père évaporé. C'est largement autobiographique. D'abord, on parle d'enfants métis. La famille de la mère vient de Bretagne. En France, le père absent est indonésien. En quoi cet aspect de métissage est-il important ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de récits sur le métissage en France. On est dans une époque en plus où on a tendance à enfermer ce que c'est d'être français, etc. Et moi, j'avais envie d'écrire un récit sur ce que j'avais vécu, puisque j'avais pas lu beaucoup de choses qui racontaient en fait ce que c'est d'être ni français ni étranger, d'être dans une zone grise que moi j'appelle Métisland. Et je trouvais que je trouvais que c'était important de le raconter, de faire entendre d'autres voix et de faire entendre la mienne en particulier. Est-ce que vous diriez que le métissage accentue l'effet de quête d'identité ? Oui, c'est certain, puisque de toute façon, on hérite des deux histoires. Moi, j'ai hérité de l'histoire de ma famille bretonne qui avait traversé la guerre, la reconstruction, etc. Et j'ai hérité de ma famille indonésienne qui a vécu la dictature, l'indépendance, le génocide. Et je suis le fruit de ces deux histoires. Donc, j'ai forcément des questions qui sont liées à ces deux histoires. Ouais. Vous dites ni, mais en même temps, dans le livre, vous expliquez très tôt que c'est quand vous renouez avec ce père que vous prenez conscience de toute la richesse de votre métissage. Vous pouvez être à la fois français, indonésien, donc finalement, c'est une addition. Comment expliquez-vous cette euphorie ? Oui, c'est vrai que le ni devient puisque en fait, quand on se met dans la quête de cette histoire, il faut comprendre que moi, j'ai grandi en France, ma mère est blonde aux yeux bleus, mon père était absent, donc on me renvoyait toujours à la figure de l'étranger, puisque j'avais les yeux bridés, j'ai un nom de famille étranger, etc. Et je me sentais un peu imposteur vis-à-vis de l'Indonésie, puisque je n'avais quasiment aucune connaissance, si ce n'est les documentaires que je regardais à la télévision. Et c'est en découvrant cette histoire, en allant dans cette quête-là, que je me suis senti légitime et que j'ai pu accepter l'idée que je pouvais être et français et indonésien, et en fait, que ça ne dépendait que de moi, finalement. J'attendais pas le regard des autres, c'est moi qui décide si j'ai envie d'être à ce moment-là français ou indonésien. Ouais, on peut parler de yeux bridés, alors qu'on pourrait dire aussi que vos yeux sont tout à fait ronds, mais enfin bon, voilà. Comme souvent, quand le père ne fait pas partie du paysage, on lui invente finalement, quand on est petit, une sorte de vie romanesque. Il y a l'allégorie de la photo qui s'use et s'efface. Est-ce une façon de recréer un récit que vous estimez quelque part moins douloureux ?
Oui, je pense que quand on est un enfant et que on subit l'abandon, effectivement, c'est un âge où l'imagination prend la place. Et moi, j'ai remplacé mon père par des héros, en fait, par une figure de héros, de quelqu'un qui était peut-être agent secret ou éleveur d'orang-outans, oui, ou infiltré quelque part. Et, éleveur d'orang-outans, oui, comme un héros, oui, d'accord. Oui, voilà, okay. C'était presque une figure de super-héros, finalement, parce que l'abandon était trop difficile C'était une souffrance qui était trop importante, je ne pouvais pas la surmonter, et donc j'ai créé ces images-là avant de découvrir la vérité. C'est en tout cas écrit avec beaucoup d'allers-retours, et le premier Noël, par exemple, c'est très important. Pourquoi cet événement ? Parce que, Noël sans le père, hein, je veux dire. Oui, parce que quand mon père part, lorsque j'ai 4 ans, il promet de revenir à Noël. Et en fait, c'est l'époque au début des années 90 où, vous voyez ce film « Maman, j'ai raté l'avion », les parents de Kevin reviennent pour Noël. Et moi, j'étais persuadé qu'en fait, il allait revenir et qu'il n'allait pas m'abandonner. Et finalement, il n'est pas là. Et c'est ce qui acte sa disparition. C'est-à-dire qu'il revient pas, il tient pas sa promesse, il revient pas à Noël. Et à partir de là, on doit se construire sans lui. Ce qu'on a aussi marqué, c'est par le fait que les souvenirs d'enfants sont quand même très détaillés. Comment vous expliquez qu'ils soient restés aussi vivaces ? C'est une bonne question. 4 ans, Oui, c'est vrai. J'ai du mal à l'expliquer moi-même. Peut-être que c'est le traumatisme vécu qui a figé certaines images, certaines émotions, certaines couleurs aussi que j'ai dans mon esprit. J'ai des scènes très précises en tête et ça m'a aidé pour écrire. Mais c'est vrai que j'ai une mémoire de ces moments-là, comme quelque chose qui s'est incrusté en moi et qui ne partira jamais. On en vient maintenant à cette perplexité des enfants face au récit du père, dont le nom Amok a une signification particulière. Quelle est-elle ? Amok, c'est un trouble ethnopsychiatrique qui a été décelé dans les pays d'Asie du Sud-Est et qui sert à qualifier de façon large la folie, mais pas la folie telle qu'on la perçoit en France de manière médicale, mais la folie telle qu'une personne pourrait être habitée d'un esprit qui le rendrait fou. Et c'est ça, en fait, être amok. Et c'est un rituel des personnes, surtout des hommes, qui décompensent et qui sont pris d'une folie meurtrière. Et il y a plus loin dans le livre la connexion avec l'Indonésie, en tout cas l'arrivée en Indonésie. Il y a par exemple cette histoire du palais Kraton, ou Kraton, je ne sais pas comment on dit, qu'on voit ici en photo. Peut-être que vous pouvez sans trop évoquer, nous en raconter un peu sur cette séquence qui en dit beaucoup sur la personnalité de ce père. Oui, en fait, on arrive dans ce palais qui est... il faut comprendre l'Indonésie, qui est le pays premier musulman au monde. Donc, c'est le sultanat de Yogyakarta, une ville qui est centrale dans Java. Et donc, c'est un peu comme si c'était le palais de la reine d'Angleterre. En gros, équivalent pour l'Indonésie. On arrive là et en fait, les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent et les gens se prosternent devant nous et nous disent, mon père nous dit, vous êtes les petits princes de ce palais. Et donc, on découvre à ce moment-là qu'on a un héritage qui est plus grand que nous et qui justifierait l'absence. Bon, et on finit par se reconstruire dans tout ça. Il y a quand même cette phrase assez terrible, enfin on laissera les gens la découvrir. Comment faire le deuil d'une personne encore en vie. Amok, mon père, un roman sur l'absence d'un père et sur les espérances des fils. Ce livre publié en France aux éditions Philippe Ray, c'est le vôtre, Gurvan Krishnadjaya. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Un mot avant de se quitter, à propos de celle qui a été notre correspondante TV5 Monde à Athènes pendant plus de 15 ans, Angélique Kourounis. Elle s'était fait connaître notamment pour ses enquêtes sur le parti grec néo-nazi Aube Dorée. Mais elle était aussi celle qui nous parlait de la faillite en Grèce, des incendies dans le pays et tout récemment encore de la flamme olympique au moment où elle a été ravivée à Olympie le 16 avril dernier. Angélique Kourounis est morte des suites d'une longue maladie. Elle laisse derrière elle 3 enfants. Elle avait 61 ans. Ils ont juste pris leur papier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. À demain.